Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, bienvenue à la Maison de la Nouvelle-Calédonie pour cette seconde conférence organisée à l'initiative de l'association Mon Nickel sur le thème « Le nickel, quelle retombée pour les Calédoniens ?» Donc, je souhaite tout d'abord vous remercier d'être venus et également remercier la Maison de la Nouvelle-Calédonie qui nous accueille ce soir. Donc, comme l'a dit Karine précédemment, je m'appelle Augustin. Je serai le modérateur pendant ces 2 prochaines heures. Donc, mes missions, faire respecter le temps pour chaque thème et faciliter l'interaction entre vous, public, et les membres de la table ronde, qui est en l'occurrence Carré. Donc, cette seconde conférence de l'association Mon Nickel va se développer en trois grandes parties qui seront chacune suivies de sessions de questions et réponses. Donc, sont ici présents 3 membres de l'association Mon Nickel et 2 experts. Donc, premièrement, Madame Anne Dutilleul, diplômée de l'école polytechnique et l'école des mines Paris. Elle a consacré une grande partie de sa carrière au secteur des matières premières et de l'énergie. Elle est actuellement chargée de mission sur les grands projets miniers au ministère de l'Outre-mer et a notamment écrit un rapport intitulé destiné au comité des signataires de décembre 2012. Ce rapport, le rapport final d'analyse et de réflexion en vue de l'élaboration d'un schéma stratégique industriel du nickel en NC. Nous l'avons sollicité pour son expertise sur le sujet du nickel et nous tenons à la remercier d'être ici présente ce soir. Monsieur Christophe Salabourdillon, diplômé de l'ESSEC, de langues étrangères et d'instituts militaires. Il est consultant en géostratégie et relations internationales, spécialisé sur le thème de l'intelligence économique. Il a apporté son expertise à de grandes entreprises françaises, notamment des industriels, et l'État français au travers du Fonds stratégique d'investissement. Il est également professeur de grandes écoles françaises et nous avons fait appel à lui pour son expérience académique et pratique sur le thème des fonds souverains. Ensuite, Erwan Kerouédan, ingénieur de formation d'ingénieur ECE 2017 et ESSEC en 2010. Il travaille actuellement à la direction de la stratégie chez SFR et est avec Édouard, membre cofondateur de l'association Mon Nickel. Ce qui m'amène à vous présenter Édouard, qui lui travaille actuellement chez Alliance Global Assistance sur des projets stratégiques du groupe. Il était auparavant manager chez Ernst & Young. Et finalement, Cyril Marchand, ingénieur également, encore un second ingénieur, on est ingénieur électronique de Supélec. Il est calédonien et s'intéresse depuis longtemps au sujet du nickel. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Édouard qui va vous présenter brièvement l'association Mon Nickel. Bonsoir à tous. Alors, avant de commencer la conférence, je vais vous dire quand même 2 mots sur l'association et sur son objet et de quoi il en retourne. Alors, Mon Nickel, au-delà de l'aspect formel de l'association, c'est avant tout un projet pédagogique. Pour 2 raisons particulièrement. La première, c'est le but de l'association, qui consiste à aller analyser potentiellement tous les sujets qui sont relatifs au nickel en Nouvelle-Calédonie, analyser, comprendre et restituer de façon extrêmement simple, extrêmement claire, extrêmement pédagogique. La deuxième raison pour laquelle c'est un projet pédagogique, c'est que nous ne sommes pas des experts du nickel. Nous ne sommes pas des spécialistes des matières premières ou des minerais. On est simplement un groupe de personnes qui ont cette démarche de vouloir comprendre des choses extrêmement techniques sur industrie technique. Technique de fabrication, et après il y a tout ce qui en découle, donc la partie économique, sociale, sociétale, environnementale, et ainsi de suite. Donc ça c'est le côté pédagogique du projet. Ensuite, sur l'organisation de l'association, on a 3 piliers autour desquels on travaille. Le premier pilier, c'est le pilier réflexion. Donc on a constitué des groupes de réflexion thématiques. Économie d'un côté, environnement de l'autre, qui a été lancé il n'y a pas très longtemps. Et on pense qu'en fin 2014 ou début 2015, on lancera un nouveau groupe de réflexion sur une nouvelle thématique.
Le deuxième pilier de l'association, c'est la communication, donc à travers des conférences comme celle-ci, à travers les réseaux sociaux, ou bien à travers notre site internet, qui m'amène au troisième pilier. Donc, le troisième pilier, c'est la centralisation de l'information. Tout va bientôt être sur notre site internet, monnickel.org, organisé et classifié pour que ce soit accessible facilement à tout le monde. Maintenant, du côté aventure humaine, quand même, pour en dire un mot. Donc on a commencé cette initiative il y a maintenant 1 an et demi environ. On était un petit groupe de personnes. Depuis, il y a d'autres gens qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, on est entre 10 et 15 personnes à être impliquées sur l'association régulièrement. Et évidemment, on est ouvert à tous les nouveaux membres. Donc si vous souhaitez vous impliquer, n'hésitez pas à venir nous voir après la conférence ou à vous connecter sur le site internet monnickel.org et à nous envoyer un mail avec votre motivation. Croyez-moi, elle sera appréciée. Merci. Donc, ce qui m'amène à présent à lancer le début de cette table ronde. Donc, cette table ronde va se dérouler en 3 grands thèmes. Une première partie, les valorisations, ensuite les retombées et une question pour conclure, le fonds souverain. Donc, le mot-clé de la soirée, comme vous avez pu le constater, est retombées. Et avant de pouvoir quantifier les retombées, nous avons jugé utile de vraiment pouvoir valoriser le nickel en Nouvelle-Calédonie. Et donc je laisse à présent la parole à Madame Anne Dutilleul qui va nous parler de ce sujet. Donc le premier point, effectivement, avant de pouvoir parler de retombées sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, de l'exploitation du nickel, c'est de regarder comment les gisements qui sont déjà sur le territoire sont valorisés. Et donc pour illustrer ce point, nous avons retenu de le faire en illustrant les quatre projets récents pour montrer qu'en 15 ans, finalement, il y a eu de fortes évolutions sur la façon de valoriser ces gisements. Le premier en date, c'est celui de Goro, qui est tout à fait à l'extrême sud de la Grande Terre. Il a été cédé, c'est un gisement qui avait été exploré par le BRGM et qui a été cédé à Inco dans les années 90. À l'époque, donc, Inco a acheté les titres miniers et la technologie que le BRGM avait développée pour traiter ce minerai. Et ensuite, donc, Inco, qui a été racheté par Vale, a développé le projet en utilisant principalement ses propres fonds pour le développement de l'ensemble du projet. Donc c'est un modèle dans lequel le gisement est valorisé au départ avec une cession des titres miniers par celui qui a découvert ou exploré le gisement. C'était dans le cadre donc de l'ancien code minier. Le deuxième exemple, c'est celui de Cognambo, qui est bien connu puisque résultant de l'accord de Bercy de 1998, où cette fois, il y a eu un échange de gisements, et donc c'est le manque à gagner en fait, de SLN par rapport à son gisement de Cognambo qui a été chiffré et qui en est résulté sous forme de soult qui a été versé à la SLN, en quelque sorte l'achat du gisement, cette fois avec une évaluation de sa valeur économique future. Et donc c'est l'État qui a été amené à prendre en charge cette soult et qui ensuite a permis à la SMSP de reprendre le gisement de Cognambo et de l'apporter au projet Cognambo. Le troisième exemple, c'est celui de l'alliance en Corée, qui est composée de 2 sociétés, la société minière NMC et la société qui détient l'usine SNNC en Corée. Et cette fois, c'est une nouvelle façon de valoriser les mines avec un échange des titres miniers que détenait la SMSP, donc tous ces titres miniers en Nouvelle-Calédonie, contre une participation majoritaire, 51%, dans l'usine à construire en Corée, avec le partenaire commercial POSCO, qui est un sidérurgiste coréen. Donc là encore, on a franchi une étape de valorisation, vous verrez après sur les chiffres. Et la 4e étape, elle est permise par la réforme du Code minier de 2009, qui a permis à la fois de constituer des réserves techniques provinciales. Donc la province du Sud a décidé que le gisement du Grand Sud de Progny et Pernod serait classé dans cette catégorie en 2011. Et ensuite, ça lui permet de passer un accord
négocié avec des industriels. Donc c'est ce qui vient d'être signé sous forme d'un MOU, plutôt d'un protocole général d'accord en bon français, entre Eramet et Vale d'une part et la province du Sud pour la valorisation de ce gisement, avec cette fois en quelque sorte une cession payante des titres miniers et des gisements. Alors si on les repasse en revue très rapidement, puisque j'ai déjà dit l'essentiel, donc la valorisation des gisements pour le projet de Goro, ce sont les titres miniers explorés et la technologie qui ont été achetés pratiquement au prix coûtant de ce qu'avait dépensé le BRGM par Inco dans les années 90, et ensuite financés par les actionnaires, dont le BRGM est resté jusqu'en 2001. Ensuite, il a souhaité sortir du projet, et c'est une société calédonienne constituée pour ce faire, la SPMSC, Société de participation minière du Sud calédonien, qui a été constituée en 2005 pour reprendre cette part et pour continuer à financer. Mais elle n'a pu financer qu'en fait une partie de la construction de l'usine, puisqu'elle n'avait elle-même pas les moyens de financer davantage. Et en fait, ce qu'elle a elle-même acquis, c'est-à-dire les parts du BRGM et son financement initial, elle doit le rembourser sur ses futurs dividendes. Donc c'est une participation qu'elle a acquise et qui est tout à fait payée à l'actionnaire majoritaire Vale. Alors il y a en ce moment des discussions pour savoir comment la SPMSC pourra remonter à 10%, puisque tel est son engagement, et si elle peut monter jusqu'à 20% dans l'avenir au sein du projet Vale Nouvelle-Calédonie. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc pour en rester sur les plans historiques, pour Cognambo, cette fois, le deuxième projet que nous avons illustré, donc comme je le disais, c'est la compensation du manque à gagner de la SLN sur le gisement entre Poum, que détenait la SMSP, et Cognambo, que détenait la SLN, qui ont été échangés en 1998. Et cette compensation par l'État a été ensuite apportée en capital à la société Cognambo Nickel, avec d'ailleurs un droit aux dividendes sur ce capital qui a été revu en hausse dans l'accord avec le partenaire industriel qui était à l'époque Falconbridge et qui est maintenant Glencore, comme vous le savez. Donc ce droit à dividendes est fondé sur la valeur estimée du gisement en valeur économique future. Donc ce que la SLN a, entre guillemets, perdu dans cet échange. Et ensuite, le reste est financé par des prêts, donc des prêts apportés par Glencore pour une partie et pour une petite partie par SMSP, ce qui lui permet d'avoir une part aussi de distribution un peu supérieure au strict capital. Bon, une petite particularité, l'État a négocié aussi que l'apport en loi Girardin, donc défiscalisation sur le projet, qui était d'un montant tout à fait exceptionnel, puisque le montant défiscalisé était de 780 millions de dollars, a été apporté aussi en quasi-capital, c'est-à-dire qu'il y a des droits à dividendes sur cette participation de l'État en termes de défiscalisation, alors que ça n'est pas un apport en capital en réalité, mais on a fait comme si il pouvait y avoir des distributions sur ces montants. Donc pour augmenter la part détenue dans les distributions futures par les actionnaires et diminuer ce faisant un peu la part des prêteurs qui se rémunèrent sur les dividendes futurs également. Ensuite, la valorisation des gisements a été portée, si je puis dire, à son maximum dans l'échange avec la Corée, où là, il y a eu une réévaluation des titres miniers, donc c'est la slide suivante, une réévaluation de tous les titres miniers d'SMSP en 2007 pour les porter au niveau exactement équivalent à la valeur de l'usine à construire. Alors, sachant que l'usine était construite à un coût marginal sur un site existant de POSCO, qui est un site donc, du sidérurgiste POSCO qui souhaitait intégrer sa fourniture de ferro-nickel sur place. Donc, cette usine a été construite à un coût marginal, on peut le dire, par rapport à un site industriel existant, et a coûté donc 350 millions de dollars. Donc la réévaluation des gisements s'est faite à ce niveau-là de façon un peu forfaitaire pour pouvoir échanger 49% de cette valeur contre 51% de la valeur de l'usine en Corée. Ensuite, l'usine elle-même a été financée en fait pas seulement par cet apport en capital, mais en partie par emprunt. Donc en fait, les Coréens ont payé une soulte
à SMSP, ce qui lui a permis d'investir une petite partie de cette somme dans Cognambo. Voilà, d'où le lien qui est souvent fait dans la littérature sur le nickel entre le projet en Corée qui permet d'augmenter la part de la SMSP dans Cognambo, et c'est par là que cela se traduit. Pour la deuxième tranche de l'usine, elle est plus chère que la première parce qu'il faut augmenter certains investissements comme le port ou des investissements de services. Mais vous voyez qu'elle est encore à un coût relativement modéré puisqu'elle est estimée à 450 millions de dollars. Mais il y a également en Nouvelle-Calédonie des investissements nécessaires sur les mines, pas tout à fait à la même hauteur, il est vrai, mais qui doivent être faits en exploration, en développement de nouveaux gisements, en installation industrielle. Et donc c'est un équilibre qui est toujours maintenu à 51-49 sur les mines d'une part, sur l'usine d'autre part, entre la SMSP et POSCO. Donc c'est le modèle, si je puis dire, un peu forfaitaire qui a été développé dans cet exemple. Ensuite, dernier exemple de valorisation des gisements, qui est celui qui est maintenant permis par le nouveau code minier depuis 2009, qui n'était pas avant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le dernier permis qui a été accordé sur ces gisements a été annulé pour des raisons de forme, parce qu'il comportait un accord négocié, mais que ça n'était pas autorisé avant la promulgation de ce nouveau code minier. Donc cet accord, ces nouvelles dispositions ont permis de classer les gisements en réserve technique provinciale. Il reste néanmoins beaucoup d'exploration à faire pour les quantifier. Donc il n'est pas possible aujourd'hui de leur donner une valeur a priori. Et donc c'est une disposition d'accord de joint venture entre la province du Sud, la SLN et Valais qui est mise en place de façon à préserver dans le futur les droits de la collectivité, soit donc à un pourcentage dans l'exploitation par la société commune qui a été constituée, un pourcentage de participation à cette société et donc à ses dividendes, soit un droit à une partie en soult, donc en cash qui sera payé au moment de la mise en exploitation, soit en royalty sur l'exploitation du gisement, donc un pourcentage des chiffres d'affaires, les trois pouvant se cumuler. D'ailleurs, les trois formules sont prévues dans l'accord général qui a été signé en avril 2014. Donc ça, c'est un dispositif qui rompt complètement avec la logique antérieure qui était en fait celle du code minier français d'origine, où le droit sur le sous-sol est accordé par concession qui ne sont pas vendus par l'État, mais qui sont accordés par l'État de façon régalienne, comme on dit. Et donc la logique actuelle qui a été adoptée en Nouvelle-Calédonie, c'est de pouvoir revendiquer une contrepartie à l'attribution de gisements dans le cadre de ces montages. Donc voilà les différentes formules, et vous voyez que l'évolution dans le temps a été très nette et très rapide finalement pour la valorisation des réserves connues ou encore à explorer en Nouvelle-Calédonie. Donc, nous avons vu les différentes méthodes historiques de valorisation de ces quatre grands projets en Nouvelle-Calédonie. Il s'agit maintenant de savoir ce qui revient vraiment à la Nouvelle-Calédonie, sous quelle forme et comment peut-on le quantifier. Donc sur ce sujet, je vais laisser la parole à Madame Dutilleul. Merci. Encore une fois, la parole lui revient. Voilà. Donc là, ce sont des éléments que j'ai repris dans le rapport que le comité des signataires a donc adopté en décembre 2012, qui faisait l'analyse des retombées en Nouvelle-Calédonie pour un certain nombre d'agrégats, si je puis dire. Donc d'une part, les mines, dans lesquelles nous avons agrégé plusieurs exploitations sous forme de comptes d'exploitation simplifiés qui ont été réellement étudiés au cas par cas. Donc les mineurs ont fourni leurs comptes de façon confidentielle, bien entendu. Et à partir de là, j'ai donc dressé des tableaux de synthèse homogènes, ce qui permettait d'avoir ensuite une vision des moyennes ou des contributions globales pour la Nouvelle-Calédonie. Donc à partir de ces comptes d'exploitation synthétiques,
J'ai réuni donc les éléments concernant les 4 mineurs principaux, donc Balande, Montagna, SMSP et SLN, d'un côté, donc pour les retombées de la mine, et ensuite les usines, donc d'une part des projections avec des usines en cours d'amortissement, puisque en fait les retombées sont différentes, on le verra pour les usines, selon quels sont leurs coûts de construction sont amortis ou non. Et donc les usines amorties, dont la SLN fait partie également. Donc ce que donnent ces analyses, c'est que on a essayé de quantifier exactement ce qui retombait de ce qu'on appelle la part du mineur. C'est-à-dire que dans une vente de minerai de nickel, en général, le mineur est rémunéré pour 25% de la valeur du LME, du nickel contenu dans ce nickel. Donc ça veut dire que le mineur, en exportant son minerai ou en le vendant à une usine, peut être rémunéré à hauteur de 25% de la valeur LME du nickel contenu. Et par rapport à cela, donc, nous avons regardé quel était le pourcentage qui réellement revenait en Nouvelle-Calédonie, sous différentes formes, des exploitations minières. Donc en particulier dans les coûts récurrents, toutes les dépenses d'énergie sont pratiquement, sauf évidemment pour la SLN, les dépenses, l'énergie qui est achetée au barrage de Yaté, mais le reste est de l'énergie qui est achetée à l'extérieur, les carburants qui sont effectivement une part importante des coûts externes. Autre exemple, des achats, des sous-traitances qui sont sous-traités à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie. Donc je pense à un certain nombre d'études, d'ingénierie, etc., qui ne se trouvent pas sur le territoire, en tout cas ne sont pas toujours disponibles au niveau souhaité, et donc ont été effectivement sortis de l'appréciation des retombées en Nouvelle-Calédonie. Donc pour la mine, on arrive à quoi? On arrive, selon les cours du nickel, à des retombées entre 19 et 20% de la part du LME, c'est-à-dire par rapport aux 25% de la part du mineur. Ce qui a permis de montrer qu'il y avait finalement une très très grosse proportion des coûts qui étaient effectués en Nouvelle-Calédonie et qui donc revenaient au territoire. Alors je parle des coûts puisque vous avez après toute la décomposition des principaux facteurs, donc le personnel et la sous-traitance qui sont des coûts effectivement payés en Nouvelle-Calédonie, des investissements avec la part qui est achetée en Nouvelle-Calédonie, donc uniquement, hein. Et donc après, ce sont des revenus pour d'autres acteurs, les impôts et taxes pour les acteurs publics, principalement l'IS 35, donc impôt qui est perçu par le territoire de Nouvelle-Calédonie. Et les résultats nets sont en fait la part des dividendes qui sont distribués aux actionnaires calédoniens. Donc les actionnaires métropolitains ou étrangers sont exclus de cette colonne. Il s'agit bien de ce qui est perçu en Nouvelle-Calédonie. Donc là, vous voyez également que si les dividendes et les impôts et taxes augmentent naturellement en fonction du cours du nickel, la majeure partie de ces dépenses reste le personnel et la sous-traitance. Donc la mine est fournisseur surtout de travail en Nouvelle-Calédonie sur le territoire et de sous-traitance. Ce qui n'est pas une surprise, mais à partir de là, nous avons aussi regardé ce qui pouvait éventuellement être mieux capté par le territoire. Et c'est là que les idées de créer des pôles de maintenance industrielle, de maintenance des engins miniers en particulier, ou développer un peu les études et l'ingénierie, comme je le disais tout à l'heure, peuvent permettre de capter une part plus importante à l'avenir, tout en sachant que de toute façon elle est plafonnée à 25%, donc la part qui reste à conquérir par la Nouvelle-Calédonie n'est évidemment pas la part principale des retombées de la mine. Elles sont déjà en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, pour les usines, la même étude a été faite, donc d'une part pour le groupe des nouvelles usines, donc usine de Goro, usine de Koniambo et usine de SNNC en Corée, étendue, donc avec sa deuxième tranche dans les projections futures, et les usines amorties qui ajoutent donc à ces 3 usines l'usine SLN. Donc ces projections en fait sont à des échéances différentes, hein, bien entendu. Donc c'est un modèle qui est très simplifié bien sûr et qui prend en compte
des retombées annuelles, qui ne les actualisent pas, parce que c'est une des questions qui m'a souvent été posée. Pourquoi ne pas actualiser ces retombées et regarder uniquement les retombées annuelles ? Eh bien, lorsqu'on s'intéresse, si je puis dire, du point de vue de l'acteur public aux retombées d'une activité, en fait, j'ai été à la direction du budget à Paris, donc je sais comment on raisonne. De ce point de vue-là, on regarde chaque sou qui rentre dans la caisse ou qui va rentrer une année donnée. Et en fait, ça n'est pas de l'actualisation qu'on fait à partir de ces flux, c'est vraiment les flux budgétaires annuels que l'on regarde. Alors on peut aussi faire des valeurs actualisées, mais après, le problème qui se pose immédiatement, c'est de savoir quel est le taux d'actualisation, sur quelle durée on prend quelles hypothèses de durée on fait sur la vie des gisements, sur le renouvellement des investissements, etc. Donc il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Et je ne dis pas qu'on peut à peu près faire dire n'importe quoi aux valeurs actualisées, mais presque. Donc je m'en tiens à des valeurs de retombées moyennes annuelles. Donc en fonction du cours du nickel, là aussi, on voit que pour les usines non amorties, en particulier un des facteurs qui est évidemment important et qui ne joue pas, et on l'expliquera tout à l'heure, c'est les impôts qui sont beaucoup moins importants. Pourquoi ? Parce que les nouvelles usines en Nouvelle-Calédonie ont bénéficié d'un régime fiscal de faveur, donc un régime de stabilité fiscale, mais qui en fait est un régime d'exonération de l'impôt sur les sociétés pendant 15 ans, comme on le verra tout à l'heure. Donc c'est un facteur important sur lequel il n'y a pas de retombées pendant 15 ou 20 ans, ou moins de retombées pour les dernières années. Au total, donc, on voit que les usines, pendant cette phase intermédiaire, peuvent néanmoins en moyenne rapporter autant que la mine, puisqu'on est entre 19 et 21%, donc même un peu plus. Et que sur les usines amorties, donc cette fois on se projette au-delà de 25 ans, ou au-delà de 20 ans au moins, disons plutôt 25 ans, le temps que ces usines démarrent vraiment, et prennent leur rythme de croisière et amortissent donc leurs investissements, on voit que là, la part, elle est nettement plus importante, puisqu'elle passe en moyenne autour de 32 à 37%. Donc voilà les retombées en grande masse. Donc en termes de masse financière annuelle, pour les chiffrer, par exemple, en millions de dollars, puisque le nickel est libellé en dollars, c'était plus commode de faire ces simulations sous cette monnaie. Vous voyez que les retombées en termes de masse salariale et achats et sous-traitance locale sont stables d'une phase à l'autre, donc à moyen terme ou à plus long terme après amortissement, c'est de l'ordre de 600 millions de dollars pour les 4 usines. On parle bien des 4 usines, puisque j'ai ajouté pour moi le moyen terme l'usine SLN actuelle aux 3 usines futures non amorties. Et pour les dividendes, donc des espoirs de distribution moyens qui passent de 280 millions de dollars à moyen terme à 450 au-delà de la phase d'amortissement des usines. De même que les impôts et taxes passent de 180 millions à moyen terme, c'est-à-dire dans les prochaines années, à 700 millions à plus long terme. Donc on verra après tout à l'heure ce que l'on peut dire, on fera un zoom sur la partie impôts et taxes à l'occasion de la discussion sur les fonds souverains. Donc je crois qu'il est prévu de préciser un peu le régime d'exonération fiscale, d'aménagement fiscal pour que la période moyen terme et court terme sur ce plan-là soit bien distinguée dans tous les esprits. Alors, oui, effectivement, comme le disait Anne, il existe dans le Code des impôts un aménagement fiscal qui permet d'alléger les impôts auxquels sont normalement assujetties les entreprises qui traitent le nickel. En l'occurrence, il s'agit de favoriser les investissements qui concernent des projets de plus de 50 milliards de francs CFP. Et dans les prévisions à terme, vise à embaucher plus de 500 emplois directs. Donc l'idée est, une fois que le projet a été validé par le gouvernement suite à un arrêté, pendant la phase de construction de l'usine, aucun impôt ne va être réclamé, et ce aussi pendant la phase d'exploitation de l'usine pour une période de 10 ans, de 10 ans plus 3 ans. Alors la présentation que vous voyez là fait état de 15 ans parce qu'en fait
Si jamais le projet concerne une zone dont on souhaite améliorer le développement, comme la province Nord en l'occurrence, ou alors si le projet utilise des technologies qui exploitent des minerais qui ne sont pas encore valorisés en Nouvelle-Calédonie, comme à l'usine du Sud, alors on passe cette période-là à 15 ans. Donc pendant 15 ans, l'entreprise ne va pas payer la majorité des impôts, notamment l'IS 35. Ensuite, pendant une période de 5 ans, seulement cette exonération va être diminuée à 50%, donc on va commencer à capter 50% de l'IS 35 et de tout l'ensemble des impôts auxquels elle est normalement assujettie, donc la TSS et tous les impôts connexes. Et après cette période de 20 ans, on pourra jouir de la totalité de l'imposition de l'entreprise. Ces aménagements concernent aussi quelques financements annexes du style les financements qui concernent la fabrication d'usines de traitement de l'eau, de pré-traitement des minerais, etc. Donc toutes les installations qui vont être fabriquées autour de l'usine vont pouvoir profiter de cet aménagement sous réserve que leur activité soit à 100% axée sur ces usines. Voilà. Donc c'est pour ça que les retombées en fait, de l'IS 35, comme le disait Anne, ne vont pouvoir être palpables que d'ici une période de moyen terme qui s'échelonne certainement aux alentours de 2028-2030. À préciser d'ailleurs que le T0, donc la date de début de cette phase d'exonération, est pris lorsque l'entreprise rentre en fonctionnement commercial, c'est-à-dire que pendant une durée d'au moins 3 mois, elle a produit 80% de la capacité industrielle installée. Voilà. Donc c'est précision. Donc nous avons vu les retombées financières, les retombées fiscales. Nous avons approfondi le sujet sur le pacte de stabilité fiscale. J'aurais voulu savoir si vous avez des questions au sujet de cette seconde partie. Et si oui, quelqu'un va passer dans la salle avec le micro pour vous aider à les poser. On a une question au fond. Excusez-moi. Pour la Calédonie, c'était vraiment nécessaire de faire des exonérations d'impôts comme ça pour j'imagine, attirer les investisseurs? C'était absolument nécessaire ou pas? En fait, il s'agit d'un investissement assez conséquent de venir sur un territoire aussi éloigné, aussi isolé que la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il faut ensuite pouvoir déplacer le minerai et le produit transformé auprès des clients, des usines. Donc déjà, et ça présente aussi un budget conséquent d'un point de vue des ressources, parce qu'il faut aussi faire venir donc, le matériel, la main-d'œuvre, etc. Donc dans un contexte, disons, chahuté, ça peut être intéressant pour l'industriel, effectivement. Alors, pour ma part, moi, je répondrai en 2 volets. Le premier, c'est effectivement l'attractivité du territoire, et je crois que c'était vraiment le but poursuivi par cette législation. Donc, de permettre de rassurer les industriels qui viendraient investir des sommes très importantes sur le territoire, sur le fait donc qu'ils pourraient bénéficier de ces franchises d'impôts ou de ces exonérations. Le deuxième volet, c'est que je dirais que ça a favorisé des montages simples. Donc, comme je le disais tout à l'heure, avec financement par les actionnaires, ce qui fait que le projet peut dégager des bénéfices et que ces bénéfices peuvent ensuite être distribués et l'exonération fiscale prend tout son sens. Je dirais que si elle n'avait pas existé, je fais confiance aux industriels du monde minier pour avoir trouvé d'autres montages qui auraient permis de rembourser les investissements avant de dégager du bénéfice. Donc je ne suis pas sûr que de toute façon, pendant 15 ans, il y aurait eu beaucoup de bénéfices à imposer sur ces usines en Nouvelle-Calédonie. Puisque de toute façon, les remboursements ou les amortissements de ces investissements sont très lourds et c'est ça qui nécessite, là je peux vous le dire du point de vue de l'équilibre économique d'un projet, qui nécessite que ces revenus soient disponibles pour rembourser ceux qui ont prêté ou ceux qui ont fait des avances d'actionnaires au projet. Donc je dirais que de toute façon, l'un dans l'autre, il ne fallait pas compter imposer en plus, je dirais, au niveau des bénéfices dont on parle, les industriels du nickel pendant cette période d'amortissement.
Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? Donc on va... Oui, il y a une autre question. Ah, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Non, c'est juste par rapport à la fiscalisation. Il y avait dans l'actualité, au fait, très récemment, je pense que tout le monde en a entendu parler, c'est par rapport à M. Dong et l'interprétation de holding. Et justement, c'était juste la question de quid de la suite. C'était un peu problématisé autour de holding et de Je vois très bien la question. C'est effectivement le problème de qualification de société minière, donc pour bénéficier de l'IS 35, mais aussi d'un certain nombre d'exonérations par ailleurs, qui se pose en fait pour la SMSP, parce que la SMSP donc, est maintenant actionnaire de Koniambo Nickel, actionnaire de NMC et actionnaire de SNNC. Donc le problème qui se pose, c'est sa qualification fiscale pour savoir si elle a droit à toutes ces exonérations ou pas. Voilà, le débat se passe entre la direction des services fiscaux en Nouvelle-Calédonie et la SMSP. Je crois savoir qu'il est également devant les tribunaux, donc je me garderai bien de faire un commentaire là-dessus. La question telle qu'elle se pose, c'est celle-là. Est-ce qu'on a une troisième question? Donc, je vais à présent passer à la troisième partie. On a beaucoup lu dans la presse sur le sujet du fonds souverain en Nouvelle-Calédonie, aussi appelé Fonds pour les générations futures. Monsieur Stala-Bourdillon nous précisera la différence entre les deux. On sait qu'on a en ressources, pour 50 ans devant nous, en ressources de saprolite, 100 ans en ressources de latérite. On se pose la question, que fait-on après, une fois que ces ressources actuelles connues seront épuisées? Comment investirons-nous dans l'avenir, une fois que nous n'aurons plus de ressources? Voilà, merci pour cette problématique. Donc, avant d'ouvrir quelques pistes sur le nickel en Nouvelle-Calédonie, je voudrais déjà préciser ce que c'est qu'un fonds souverain, parce qu'au niveau, si vous voulez, de l'opinion publique, ça a été tellement diabolisé, ostracisé, que finalement, pendant longtemps, ça a été présenté comme sorte de monstre, si vous voulez. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de fonds souverains? Alors, les États en général peuvent investir à l'étranger de plusieurs manières. Soit avec leurs réserves de change, ils investissent en actions ou en obligations. En général, ce sont des obligations, des titres de dette. Bon, ça c'est classique. Soit ils investissent à travers leurs sociétés publiques. Bon, ils ont des sociétés publiques qui investissent à l'étranger. Soit, alors c'est le fonds souverain, ils investissent à travers des fonds. Alors qu'est-ce que c'est qu'un fonds souverain? C'est un véhicule d'investissement, donc de l'argent, un véhicule d'investissement qui est contrôlé par un État. Je précise bien par un État, pas par une région, pas par un territoire. Dans une définition académique, c'est par un État. Donc c'est un véhicule d'investissement contrôlé par un État qui investit dans une logique en général à long terme, pas à court terme, pas à moyen terme, à long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas un hedge fund. Si vous voulez, il n'intervient pas pour gagner de l'argent en 3 jours, en 1 heure. Non, c'est plutôt minimum 7 ans, 7, 15, 20 ans. Voilà. Donc c'est un véhicule d'investissement contrôlé par un État qui investit dans une logique normalement à long terme, dans une logique financière, mais sans chercher forcément à maximiser le profit. C'est ça qui est assez nouveau, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à maximiser son profit, il cherche à investir avec des objectifs stratégiques. Voilà. Alors, les fonds sont alimentés, ces fonds souverains sont alimentés par les excédents de l'activité du pays. Essentiellement, il y a deux grandes origines. Ce sont les matières premières, pétrole, gaz, ou les excédents de balance commerciale. Voilà. Donc les fonds arrivent
sont, je dirais, alimentés par des excédents de l'activité des pays. Ensuite, une fois que les États ont ces fonds, eh bien, ils vont chercher à les faire fructifier pour en recueillir des bénéfices dans un futur plus ou moins long terme. Voilà. Alors, ces fonds, en général, ne prennent pas de risques. Pendant longtemps, ces fonds, en fait, investissaient dans des obligations, puis ensuite dans des obligations convertibles, et puis assez récemment, maintenant, dans des actions. Et quand ils investissent en général dans des actions, ils investissent dans des, si vous voulez, petits montants. Enfin, j'ai des petits montants au sens pourcentage du capital. C'est-à-dire qu'ils vont rarement au-delà de 10% du capital d'une société cible. Bon, un seul exemple, un seul contre-exemple bien connu, c'est le PSG. Bon, PSG, où là, visiblement, le fonds qatari a fait exploser toutes les limites classiques, puisqu'il a pratiquement, enfin, il a tout repris. Voilà. Mais en général, si vous voulez, les fonds souverains n'investissent pas plus de 10%. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Ces fonds, en général, ont peu de personnel. Le fonds du Qatar, celui dont on entend beaucoup parler, c'est 50 personnes. Bon, beaucoup de fonds, c'est 100 à 150 personnes maxi. Et ce qui est important aussi, il faut bien l'avoir en tête, c'est que ces fonds investissent en général à l'étranger. Enfin, en dehors plutôt de leur territoire. Ils investissent en dehors de leur territoire. Alors, il y a quelques petites exceptions avec Abu Dhabi, la Malaisie, etc. Mais en général, c'est assez rare. Et alors, ce sont des fonds qui ont une énorme force de frappe financière, et c'est justement, précisément pour ça que pendant des années, surtout à partir des années 2000, ils ont été ostracisés. Les fonds, si vous voulez, je dirais, il y a 40 fonds à peu près, les 10 fonds significatifs, ça va entre 60 et 800 milliards de dollars. Donc ce ne sont pas des petites sommes. Hein. Alors ces fonds, si vous voulez, sont localisés à 50% au Moyen-Orient, essentiellement c'est pétrole et gaz, 25% en Asie, la Chine, beaucoup, Singapour, et puis un tout petit peu, enfin dans le reste du monde, et en Europe, il y a essentiellement 2 grands pays inconnus, un pays qui est très connu, qui est la Norvège, et puis la Russie. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques exemples rapides d'investissement de fonds souverains en France. Chez Lagardère, 12%, Qatar. Chez Eutelsat, 7%, CIC, c'est la Chine. Chez Veolia, 4,75 et 1,5%. Donc, vous voyez, ce sont des tout petits montants. Qatar et CIC. Vinci, 5,6% au Qatar. Areva, 4,8%, c'est Koweït. Total, 2% Qatar. Encore 2% Chine. Vivendi, 2% Qatar. GDF Suez, une filiale, 30% Qatar. Bon, et puis le PSG. Voilà. Donc, vous voyez, ce sont des tout petits montants. Alors, quels sont les objectifs de ces fonds? Alors, comme je vous disais, si vous voulez, l'objectif premier de ces fonds, c'est d'investir sur des objectifs stratégiques. Alors, je vais faire une petite parenthèse personnelle pour vous raconter dans quel contexte j'ai été amené à travailler sur un fonds en particulier. J'avais travaillé il y a quelques années sur... Alors, à l'époque, tout était plus ou moins secret, si vous voulez, et puis les choses ont évolué. On m'avait demandé de réfléchir sur la constitution d'un fonds souverain européen. Et ce fonds souverain européen aurait agrégé des réserves d'un peu tous les pays et aurait investi pour l'Europe dans certains secteurs stratégiques. Par exemple, la recherche, par exemple, les universités étrangères, par exemple, des fonds, et des mines et aussi des ports. Voilà. Alors, ce fonds souverain européen était pratiquement prêt quand la crise de 2007-2008 est intervenue, et malheureusement, enfin, ce fonds souverain européen, FSE, a été transformé en FSI, Fonds stratégique d'investissement, qui est devenu plus ou moins, si vous voulez, je dirais un fonds pompier de soutien à l'activité économique en France. Donc très tourné vers l'intérieur, alors qu'au départ, l'objectif, c'était d'investir hors d'Europe. Alors, un fonds souverain pour le nickel. Alors moi, je suis allé 2-3 fois en Calédonie, mais je ne suis pas du tout calédonien. Et donc, ce que j'apporte, c'est uniquement un éclairage de prof, un éclairage académique, si vous voulez. Donc, il ne vaut que ce qu'il vaut. Alors, à quoi pourrait servir un fonds
souverain, à supposer qu'on puisse dire fonds souverain. Moi, à mon avis, si vous voulez, le terme n'est pas exact pour la Nouvelle-Calédonie, parce que déjà, si vous voulez, quand on parle de souveraineté, enfin, je sais que c'est un sujet en débat, mais on pense plutôt souveraineté nationale. Souveraineté, voilà. Alors, mais ça, il peut y avoir un fonds quand même, hein. Mais le mot fonds souverain, je ne sais pas s'il sera adapté. Et puis, deuxièmement, un fonds souverain, comme je vous disais, c'est minimum 60 milliards, si vous voulez. Alors là, est-ce qu'il y aurait vraiment la force de frappe financière pour alimenter avec le nickel un fonds de cette taille? Je ne suis pas sûr. Mais bon, moi je pose la question, c'est tout. Alors, un fonds souverain ou un fonds, entre guillemets, pour le nickel pourrait servir évidemment à financer de la recherche. Pourquoi pas? Financer de la formation, financer des participations dans des ports étrangers stratégiques pour le nickel, financer des prises de participation dans des installations stratégiques importantes pour le nickel, financer peut-être, pourquoi pas, des prises de participation chez des producteurs de nickel, pour savoir un peu ce qui se passe. Et également, alors, évidemment, pour stabiliser les cours du nickel, pourquoi pas, donc pour se protéger de la variabilité du cours du nickel, et puis peut-être, mais je dirais, ça en général les populations locales sont très demandeuses, mais on n'est plus dans la logique du fonds souverain pour le futur, on est pour l'immédiat, pourquoi pas des projets sociaux. Donc, je dirais tout est ouvert. Un fonds souverain ou un fonds, je dirais, c'est aux Calédoniens de le définir. Je ne suis pas sûr que l'appellation fonds souverain soit la bonne appellation pour ce genre de véhicule d'investissement. Mais après, c'est aux Calédoniens de définir et de faire ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, je m'arrête là et je répondrai à toutes les questions ensuite, si ça vous intéresse. Voilà. Alors, avant de parler du fonds nickel, qui est un établissement public de Nouvelle-Calédonie, j'ai une question à Christophe. Je vais pas attendre la session de questions-réponses. Dans la presse néo-calédonienne, on a souvent parlé de la maladie hollandaise. Oui. Alors, je voudrais savoir ce que vous en pensiez. Et j'ai une question par rapport aux fonds souverains. On a souvent mis en avant les fonds souverains comme un moyen de neutraliser les effets de la maladie hollandaise. Oui, alors Ce que vous en pensez. C'est intéressant votre question. La maladie hollandaise, c'est l'idée que, effectivement, à un moment donné, il peut y avoir trop d'argent sur un territoire. Alors, dit comme ça, on se dit, alors, mais est-ce possible? Alors oui, ça a des effets pervers. Pourquoi? Parce que s'il y a trop d'argent sur un territoire et que, si vous voulez, en face, il n'y a pas de capacité de production, qu'est-ce qui va se passer? Les consommateurs vont importer. Les consommateurs vont peut-être se tourner vers des produits de luxe. Est-ce vraiment utile? Ou les consommateurs vont peut-être simplement vouloir acheter des appartements. Et il va y avoir une bulle immobilière, parce que tout le monde a plus d'argent, mais la capacité de production des immeubles reste la même. Donc ça peut créer des bulles. Et effectivement, quand vous discutez avec les spécialistes du fonds souverain norvégien, bon, ils vous disent on a des recettes qui sont trop élevées pour un pays de 4,5 millions de personnes. Donc il faut surtout mettre de côté cet argent, parce que sinon, qu'est-ce que ça va entraîner? On va tomber dans tous les effets pervers. Les Norvégiens vont se mettre à consommer des produits de luxe, entre guillemets, inutiles. Enfin, j'espère que Louis Vuitton ne m'entend pas. Bon, on va importer beaucoup plus que ce dont on aurait besoin. Et puis surtout, ça va créer une bulle immobilière ou une bulle dans pas mal de secteurs dont on n'a pas besoin. Voilà. Donc effectivement, oui, les fonds souverains c'est un moyen de se battre contre certaines bulles, voilà, et d'éviter certains effets pervers je dirais, d'un surexcès de recettes. Voilà. Merci Christophe pour cette réponse assez élaborée. Bon, je vais vous parler du fonds nickel. Alors, qu'est-ce que c'est que le fonds nickel? C'est un établissement public de Nouvelle-Calédonie qui a deux objectifs. Deux objectifs à court-moyen terme, j'insiste bien sur le court-moyen terme, parce qu'on m'a déjà posé la question, mais au final, on a un fonds souverain en Calédonie, on a un fonds nickel, c'est un fonds public. Alors, bon, la réponse est non. Si on pose la question, on pourrait dire que non, puisque les objectifs ne sont pas des objectifs à long terme, ce sont des objectifs à court-moyen terme. Donc les deux grands objectifs sont le soutien de l'activité en cas de crise, lorsque le cours du nickel est bas, par exemple, et que des sites doivent fermer, ça peut arriver.
Et le deuxième grand objectif du fonds nickel, c'est la réhabilitation des sites miniers, une fois l'activité minière terminée, lorsqu'il s'agit de réhabiliter le site. Voilà. Donc le fonds nickel aujourd'hui est doté d'un capital d'au moins 3 milliards de francs pacifiques, et ses sources d'approvisionnement sont les suivantes: la redevance superficielle et le reliquat j'ai oublié le terme, du fonds de soutien conjoncturel minier. Oui, c'est ça. Du fonds de soutien conjoncturel minier. Fonds nickel. Voilà, en fait, c'est l'ancien fonds nickel, en fait. Donc, il y a une des sources d'approvisionnement qui est mentionnée dans le schéma précédent, en l'occurrence le capital de départ. Donc, le fonds nickel, lorsqu'il a été conçu, a hérité du capital du FSCM. Voilà. Et il y a un projet d'alimenter ce fonds avec l'IS-35. Je vais laisser maintenant la parole à Anne qui va nous parler du projet de contribution minière sur le nickel. Oui, alors comme il vient d'être dit, là, sur le fonds nickel actuel, il est très limité dans ses ambitions. Je crois que les dépenses annuelles, c'est 500 millions de francs pacifiques. Donc c'est vraiment pour contribuer, d'ailleurs souvent à travers la réhabilitation des sites miniers, à occuper les mineurs ou leurs sous-traitants pendant les phases un peu difficiles de l'activité minière. Le projet de contribution minière, par contre, s'ajoute à ces dispositifs. Et il en a été question depuis très longtemps. En fait, dans les premières propositions que j'avais faites en 2003, j'avais déjà proposé une telle contribution de façon à pouvoir percevoir sur l'extraction du minerai de nickel une contribution de tous les opérateurs, donc les grands et les petits, pour constituer un fonds d'intervention et d'accompagnement de l'activité minière. Parce qu'il me semble qu'au-delà des aspects économiques, sociaux, il y a l'aspect sociétal et l'aspect acceptation de l'activité minière sur le terrain qui est évidemment très, très important. On voit bien ces temps-ci que lorsqu'il n'est pas, les éléments ne sont pas réunis, ça pose évidemment des problèmes énormes aux industriels. Donc, pour ce faire, cette proposition a été relayée dans un certain nombre d'instances. Elle a été acceptée officiellement dans le comité stratégique industriel par la profession minière. Donc, le déclic s'est produit et la profession minière est déjà d'accord pour mettre en place cette contribution minière. Ensuite, elle a été reprise également dans les accords entre gouvernement et syndicats sur la vie chère. Vous vous souvenez de ces négociations un peu à répétition d'ailleurs ces dernières années sur que faut-il faire pour lutter contre la vie chère. Il y a des projets de réforme fiscale, mais aussi le projet de mise en place d'une contribution minière qui, en alimentant le budget ou un fonds en Nouvelle-Calédonie, permettrait de dégager des moyens sans alourdir les prix en Nouvelle-Calédonie par d'autres aspects fiscaux. Alors, ceci étant, cette contribution minière n'est toujours pas en place. Pourquoi ? Il y a plusieurs problèmes. Il y a un problème qui est celui des accords de stabilité fiscale. Donc on a parlé de l'exonération de l'IS-35 pour les nouveaux projets. En fait, cette exonération s'accompagne d'un agrément de stabilité fiscale plus large que uniquement cette participation, ou cette non-participation à l'impôt sur les sociétés. C'est un accord de stabilité qui touche donc toute nouvelle taxe qui serait mise en place dans la période d'exonération de 15 ans qui est prévue. Donc les deux projets de nouvelles usines de Goro et de Koniambo bénéficient de ces accords. Et la difficulté, lorsqu'on veut mettre en place une nouvelle contribution de cette nature, c'est de la mettre en place malgré ces accords de stabilité fiscale. Donc il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est de l'imposer. Donc c'est ce qui a été proposé dans un texte qui a été refusé par le Conseil d'État, à juste titre, parce qu'il pensait qu'il ne fallait pas, même pour l'image de la Nouvelle-Calédonie, revenir sur un avantage acquis et donc signé avec des industriels, au risque donc d'écorner très fortement cette image et la confiance la crédibilité qu'on pouvait accorder à des accords à l'avenir et donc à la Nouvelle-Calédonie en tant que terre d'investissement fiable et au gouvernement de Nouvelle-Calédonie, quel qu'il soit, crédible, interlocuteur crédible pour un accord. Donc cette voie autoritaire n'est certainement pas envisageable.
L'autre voie, ce serait de les exonérer, bien sûr, mais là aussi, les inconvénients sont tout de suite perceptibles. D'abord, l'assiette serait évidemment beaucoup plus faible. Donc, par rapport à des propositions de 2,5 milliards ou 3 milliards de francs pacifiques, on n'en aurait en gros qu'un tiers qui serait perçu à court terme ou à moyen terme. Et donc, c'était aussi une voie qui paraît à mettre de côté. Alors, donc, la voie qui reste, c'est la négociation. Alors, cette négociation, en fait, tant qu'il n'y a pas un projet véritablement abouti au sein du gouvernement, elle n'a pas pu être entamée. Mais il est possible qu'elle puisse s'engager donc avec un nouveau gouvernement qui voudrait reprendre le dossier en main. Sinon, les problèmes techniques étaient à peu près stabilisés, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place un seuil au-dessus duquel cette perception serait instituée, parce que cette contribution minière ne peut pas s'appliquer dans les cours très bas du nickel qu'on a vu en particulier l'année dernière. À 6 $ par livre de nickel, tous les mineurs perdent de l'argent, donc il est évidemment exclu de leur en faire perdre davantage ou de leur rendre la vie plus difficile. Donc il faut que cette contribution s'applique à partir du moment où on atteint déjà un niveau de rentabilité suffisant pour les mines. Et puis il faut que le taux soit légèrement progressif en fonction des cours de nickel, de façon à pouvoir bénéficier d'une part plus importante lorsqu'il s'agit de plus-values beaucoup plus forte lorsque le cours du nickel augmente. Donc ce sont des mécanismes qui ont déjà été étudiés, où il y a des propositions sur la table et qui ne devraient pas être trop difficiles à mettre en place. Alors ensuite, le problème, c'est de savoir ce que l'on veut faire avec un tel fonds. Et alors là, je m'inscris un petit peu en écart, en décalage par rapport à ce qui vient d'être dit, parce que je considère que même si on investit dans des projets que mon collègue a considéré comme sociaux en Nouvelle-Calédonie, ça peut être des projets qui ont tout à fait une valeur économique et qui peuvent ensuite engendrer des développements générant des recettes fiscales à venir. Puisqu'en fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que quand les ressources de nickel s'épuiseront, que fera la Nouvelle-Calédonie pour équilibrer ses comptes, notamment quelles recettes fiscales pourra-t-elle trouver? Donc si pendant cette période, on peut investir un peu pour accélérer des développements, accélérer des investissements productifs ou des investissements structurants qui permettent ensuite d'avoir des assiettes fiscales plus larges pour l'avenir, eh bien, je crois qu'on aura contribué à préparer l'après-nickel également. Donc ça ne me paraît pas exclusif l'un de l'autre. Les exemples d'ailleurs qu'il a cités, la recherche, l'enseignement supérieur, me paraissent des investissements de long terme que l'on peut faire aujourd'hui et qui, à terme, produiront des effets pour le territoire de Nouvelle-Calédonie. De même que je mentionnais tout à l'heure, le développement d'activités d'études, d'ingénierie, de services plus larges à l'industrie qui peuvent être développés et apporter une valeur ajoutée relativement rapidement, mais surtout qui pourraient ensuite être exportés et donc ne pas reposer uniquement définitivement sur l'activité minière du nickel uniquement. Voilà, donc on peut accompagner et en même temps préparer l'avenir du nickel. Et alors, par rapport à l'après-nickel, on s'est aussi posé la question concernant les recettes fiscales de l'IS35. Donc c'est le graphique que vous voyez là. Donc l'IS35, pour rappel, c'est l'impôt sur les sociétés des entreprises minières et métallurgiques, dont on vient taxer le bénéfice imposable à 35%. Et quand vous regardez donc cet impôt, on vous a mis un graphique sur les 10 dernières années environ. Vous voyez donc qu'il est extrêmement corrélé avec le cours du nickel à la LME. Donc le cours du nickel à la LME, il est en bleu en gras. L'IS35, il est en bleu fin un peu plus clair. Et puis à côté, vous avez pour référence l'IS30, qui est l'impôt commercial, entreprise non minière, qui lui n'est pas impacté par la corrélation avec le nickel. D'abord, un petit rappel, pourquoi est-ce que l'IS35 est corrélé avec la variation du cours du nickel? Simplement parce que mécaniquement, il est basé sur le bénéfice de ces entreprises et que le bénéfice de ces entreprises, bien souvent, est augmenté lorsque le cours du nickel augmente, puisque avec une structure de cours relativement stable, le chiffre d'affaires est supérieur, donc vous avez des bénéfices supérieurs. Donc vous voyez que le pic de l'année 2007, il est lié à un cours du nickel extrêmement élevé. Tout à l'heure, dans les analyses, dans la partie 2, on a fait une analyse par rapport à un cours du nickel entre 7 $ la livre et 12 $ la livre. En 2007, le cours a été monté jusqu'à 21 $ la livre.
Donc la différence, elle s'était vue en termes de recettes fiscales qui avaient suivi et qui étaient montées jusqu'à 23 milliards de CFP. 23 milliards de CFP, ça fait environ 3% du PIB. Et en termes de millions de dollars, ça fait entre 250 et 300 millions de dollars. Donc on peut voir que la volatilité fait qu'entre une cinquantaine de millions de dollars en année 2009 et 300 ou un peu moins en année 2007, vous avez des excédents qui peuvent se créer et qui peuvent être récupérés et utilisés pour les années futures, notamment pour lisser cette volatilité. Alors, je crois qu'on peut aussi ajouter un facteur, c'est que non seulement les bénéfices peuvent être multipliés par le cours du nickel, mais il y a aussi les volumes qui seront produits en Nouvelle-Calédonie et qui seront exportés, puisque les 2 nouvelles usines vont en gros multiplier par 2 la production globale de Nouvelle-Calédonie sur les années à venir. Donc on aura aussi une assiette plus large, ce qui permet peut-être également d'expliquer les espoirs de recettes fiscales à venir globalement nettement plus importantes qu'aujourd'hui. Donc c'est le slide suivant d'ailleurs. Alors les chiffres qui sont là sont des chiffres qui résultent aussi des études faites en 2011. Donc ils ne sont que prospectifs et selon un certain nombre d'hypothèses, mais disons avec une fourchette de cours du nickel. Les hypothèses, elles reposent sur le fonctionnement, le bon démarrage des usines, leur coût de fonctionnement qui évidemment a été estimé à l'époque. Donc on verra ce qu'il en est quand elles auront atteint leur rythme de croisière. Donc c'est sur ces hypothèses à long terme, après amortissement des usines, on peut estimer que les recettes fiscales du territoire de la Nouvelle-Calédonie seraient en moyenne de 700 millions de dollars par an. Donc vous vous souvenez de la courbe précédente où on montait au maximum à disons 200 ou 300, et serait donc en hypothèse basse à 300 et en hypothèse haute à 1 milliard. Alors l'hypothèse basse, je dois dire qu'elle peut descendre jusqu'à 0 en réalité, puisque si vraiment les cours du nickel s'effondrent pendant une année complète et que toutes les sociétés minières sont en perte, évidemment on peut descendre jusqu'à 0. Mais donc on a une fourchette qui est certainement, je dirais, optimiste, mais qui permet de montrer que dans les bonnes années, on peut avoir des surplus très significatifs et qui permettent peut-être d'amorcer la constitution d'un fonds Nouvelle-Calédonie, sans le qualifier de souverain ou pas. Et après, toutes les hypothèses sont ouvertes sur son utilisation. Donc merci de votre attention. Je remercie également nos membres et experts pour leurs interventions. Est-ce que vous avez des questions dans l'Assemblée, s'il vous plaît? Donc, je vois les doigts se lever. Bonjour, j'ai 2 questions à vous poser. La première concerne la limite basse que vous avez fixée, monsieur, pour la constitution d'un fonds souverain. Je voulais savoir comment elle était déterminée, par quels éléments elle était déterminée. Et la deuxième question concerne l'utilité d'un fonds souverain. Est-ce que ça ne reste pas quand même aujourd'hui la seule manière pour une économie comme l'économie calédonienne de sortir de la mono-industrie et de se garantir un avenir si effectivement les réserves de nickel ou le marché venaient à s'écrouler? Merci. Merci pour votre question. Alors, effectivement, un fonds, je dirais, ça peut descendre. Non, mais il en existe. Je vous parle des fonds significatifs. 60 milliards, c'est les 10 plus gros, si vous voulez. Le total des fonds souverains, c'est pas énorme. Enfin, c'est 3 000 milliards. C'est quand même, bon, c'est pas mal. Mais si vous voulez, le total des fonds, tout compris, c'est plutôt 70 000 milliards. D'accord ? Donc, les fonds souverains, à l'intérieur de l'ensemble des fonds, c'est pas énorme. Voilà. Et les hedge funds, qui sont si ostracisés, c'est 1500 à 2000. Voyez. Donc les fonds mutualistes, par exemple, sont beaucoup plus importants. Les fonds mutualistes, c'est 40 000 milliards. Donc les fonds souverains, tout compris, c'est 3 000 environ, même si c'est difficile de le savoir, parce que tous les États trichent un peu. Pourquoi ? Parce qu'on reproche souvent aux fonds souverains de ne pas être transparents.
Mais un fonds souverain, par définition, c'est un fonds qui est géré par un État. Vous voyez, alors c'est ce que j'expliquais par exemple à l'administration française. Je leur disais, ils me disaient les fonds souverains chinois ne sont pas transparents, etc. Et on me citait le fonds norvégien, mais à part le fonds norvégien qui est ultra transparent, tous les autres, en fait, cachent un peu leurs intentions. Est-ce que nous, Français, on est si transparents que ça? Est-ce qu'on pourrait dire au ministère de la Défense, écoutez, soyez transparents, au ministère de l'Intérieur, soyez transparents? Il ne faut pas rêver non plus. L'État, chaque État est souverain et après tout, décide lui-même. Alors, les 60 milliards, 60 à 600, 700, 800, c'est un ordre de grandeur. Moi, je connais des fonds souverains, oui, qui tournent avec 1 milliard, 2 milliards. Bon. Donc, techniquement, si vous voulez, on peut descendre plus bas. Hein. Mais il y a beaucoup de petits fonds qui n'ont pas beaucoup, si vous voulez, d'impact. Hein, voilà. Alors ensuite, bien sûr que je pense que pour la Nouvelle-Calédonie, que vous l'appeliez fonds souverain, fonds nickel, fonds calédonien, etc., c'est sûr qu'il faut avoir une réflexion là-dessus. Parce que vous avez peut-être des recettes qui sont, je dirais, à court terme, énormes par rapport à vos besoins. Et effectivement, préparer l'avenir, une manière de préparer l'avenir, dans la formation, dans des investissements en recherche, dans peut-être d'autres secteurs industriels pour sortir de la mono-industrie, bien sûr. Mais ça, c'est une très très bonne, au contraire, c'est une très très bonne idée. Donc je pense que oui, pour vous, il y a une vraie réflexion à conduire. Voilà. Oui, Philippe Lessen, merci pour ces présentations très claires, techniques mais très claires. Moi, j'aurais une question un peu simple, peut-être même simpliste, et vous me pardonnerez. Au-delà de toutes les hypothèses relatives à l'alimentation de ce fonds, au-delà des diverses hypothèses quant à son utilisation, est-ce que dans les réflexions en cours, il y a aussi des éléments de calendrier ? C'est-à-dire au-delà au-delà de l'après-nickel, au regard peut-être d'échéances politiques, quel serait le calendrier idéal pour mettre en place un fonds, au-delà bien sûr des hypothèses de son alimentation et de son utilisation? Alors je n'ai pas la maîtrise du calendrier, moi. Je vous dirais que c'était en 2003 qu'il fallait le faire. Parce que déjà, la pointe de 2006-2007, on en aurait bénéficié. Donc, je dis ça parce que je l'ai proposé en 2003 et que je pense qu'il n'y a pas de raison d'attendre. Il n'y a aucune raison d'attendre, sinon la mise au point de ce système. Je voudrais revenir sur un point, en fait, la question de l'importance du capital et du seuil, éventuellement, qu'on peut lui fixer. En fait, il y a deux façons de voir ce fonds. Ce fonds peut être soit un fonds qui est capitalisé, placé et qui rapporte des revenus de ses placements. Et à ce moment-là, ce sont les revenus dont on veut disposer pour alimenter un budget ou pour alimenter des investissements de diversification pour la Nouvelle-Calédonie, disons de façon un peu rapide. Et à ce moment-là, il faut que le capital de départ soit suffisamment important pour que, bon an, mal an, on puisse en tirer 100, 200 millions de dollars ou 300 millions de dollars ou l'équivalent pour pouvoir investir, pour pouvoir lisser les recettes fiscales, pour pouvoir faire un certain nombre d'opérations. À ce moment-là, il faut que le capital soit effectivement de plusieurs, voire plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc on voit bien là la marche d'escalier à franchir qui est très haute. Ou bien c'est un fonds qui peut être placé aussi, mais de façon à pouvoir dégager, si je puis dire, des ressources, se dégager de ses placements rapidement et pouvoir utiliser son capital lui-même pour combler une année déficitaire en termes de recettes fiscales ou pour, comme je le disais, investir dans des activités sur place, sur le territoire, pour multiplier la base fiscale future. Donc à ce moment-là, on peut partir de zéro et effectivement, il n'y a pas de plancher pour ce genre d'activité. Simplement, il faut tomber, entre guillemets, sur quelques bonnes années au départ pour pouvoir l'alimenter et après pouvoir en utiliser les fonds collectés. Voilà, donc un peu la logique
devant la question, les deux voies devant lesquelles on est placé. Il me semble qu'il y avait une dernière question. Oui, une dernière, il y a le temps. C'est très terre à terre. Je voudrais savoir s'il est possible d'évaluer environ les réserves de nickel de la Nouvelle-Calédonie. Jusqu'à quand ça peut durer? On va gratter jusqu'à quand? Oui, alors on a fait cet exercice pour le comité stratégique industriel. En fait, c'est une évaluation qui était exigée par le nouveau schéma de mise en valeur des ressources minières, donc voté en 2009, au même moment que le nouveau code minier. Et on a profité du travail du comité stratégique industriel sur le nickel pour faire ce travail. Et donc la DIMAC a mis en œuvre cette évaluation. Comment a-t-elle fait? Eh bien, elle a rassemblé toutes les données qu'elle recueille, puisqu'en fait, toutes les données de sondage doivent lui être communiquées avec toutes les analyses. Donc, elle bénéficie de toutes les informations sur l'exploration faite en Nouvelle-Calédonie depuis l'origine. Et elle a donc pris ces données, elle les a traitées de façon homogène, en éliminant des éléments, comment dirais-je, un peu aberrants ou de frontières, de façon à pouvoir avoir une évaluation de ce qui serait physiquement présent dans le sous-sol. Alors ce ne sont pas des réserves exploitables, ce sont des évaluations géologiques. Donc à partir de là, il faut encore faire des abattements pour ce qui serait exploitable. Et nous avons fait un abattement dans le rapport de décembre 2012 qui était de 1 à 2 tout simplement. C'est très grossier, mais ça permet au moins de fixer les ordres de grandeur. Et c'est à partir de là qu'on a pu dégager les durées de vie des gisements calédoniens dans leur ensemble et les évaluer à 50 à 60 ans pour les réserves garnieritiques, donc les plus riches, et qui peuvent être traitées par pyrométallurgie comme à la SLN ou à Cognambo, et 100 ou 130 ans pour les réserves latéritiques qui doivent être traitées par des usines hydrométallurgiques, dont des usines chimiques comme celle de Goro. Voilà, donc on a cette évaluation globale qui était demandée expressément par les textes votés par le Congrès et qui a été mise en œuvre. Mais bien entendu, au fur et à mesure que l'exploration se poursuit, on va pouvoir préciser ces chiffres et donc acquérir une connaissance toujours plus précise des gisements de Nouvelle-Calédonie. Et ces réserves sont calculées au rythme de production actuel? Au rythme de production à venir avec les 3 usines dont on a parlé qui montent en puissance.